Je l'ai dit lors du cours précédent, la manière propre, paradoxalement, c'est une manière qui a été en grande partie instituée, mise en place dans la peinture hollandaise par Rembrandt lui-même. Et il va d'ailleurs former Gérard Doux à cette manière, et Gérard Doux va tout au long de sa carrière développer cette technique fondée sur un effacement des touches, et non pas une valorisation de la touche, un effacement des touches et un travail d'un très grand raffinement, d'un très grand détail dans le rendu minutieux des textures et des corps. Tandis que Gérard Doux, lui, va continuer dans cette manière jusqu'à la fin de sa carrière. Lui, Rembrandt, on l'a vu, va changer progressivement de manière, va s'échapper, va peut-être par volonté aussi de se singulariser, de se différencier de cette manière propre. Lui, il va aller vers une touche de plus en plus vive. Mais il faut le dire, déjà dans le dernier cours, on a vu que cette manière se met en place progressivement dans les années 1640 et 1650, et à partir des années 1650 et 1660, c'est la manière en vigueur chez la plupart des peintres néerlandais de cette période, chez Gérard Doux, mais surtout chez un autre artiste qui s'appelle Frans van Mieris, l'ancien, puisque son fils Frans a été aussi un peintre, et donc on l'appelle Frans van Mieris le jeune. Et Frans van Mieris, c'est sans doute le peintre le plus représentatif de cette manière propre, une manière fondée, je l'ai dit, hein, sur cet effacement de la touche et cette volonté de faire en sorte que le tableau paraisse le plus fini possible, le plus léché possible. C'est le terme que l'on utilise en peinture lorsqu'on parle d'un tableau qui est peint en effaçant les touches. Quelques mots sur la trajectoire de Frans van Mieris, parce que ce sont des éléments qui me paraissent importants, tout simplement pour souligner la continuité entre l'art de Frans van Mieris et de Gérard Doux, puisque Frans van Mieris est né lui aussi à Leiden, hein, comme Rembrandt et comme Gérard Doux. Il est né en 1635, il est mort dans cette même ville en 1681, donc il fait toute sa carrière à Leiden, comme Gérard Doux, et il se forme chez Gérard Doux, sans doute entre 49 et 54. Hein. Et Gérard Doux considéra Van Mieris comme son meilleur élève. Il dira, c'est un témoignage que l'on a de l'époque, il l'appelle le prince de mes élèves. Donc il considère que c'est vraiment son meilleur successeur. Donc c'est intéressant de voir hein, que Rembrandt, Doux et Mieris sont nés et ont commencé leur carrière à Leiden, mais Rembrandt va partir à Amsterdam et changer en quelque sorte de proposition plastique, tandis que Doux, formé à la première manière de Rembrandt, va poursuivre finalement cette première manière de Rembrandt très détaillée, et cette manière très détaillée va être reprise ensuite par son élève, son meilleur élève, le prince de ses élèves, Frans van Mieris. Et c'est intéressant parce que du coup, on le voit, à partir du moment où Frans van Mieris quitte l'atelier de Doux, autour de 1654, et qu'il devient maître, peintre indépendant donc, il va être son principal concurrent. C'est-à-dire que Doux et Van Mieris vont travailler pendant presque 20 ans dans la même ville et peignant dans une manière assez similaire. Hein. Doux meurt en 1675. Hein. Donc on est vraiment chez le maître et l'élève qui sont dans la même ville et travaillant sur les mêmes méthodes. Donc la question qui a été centrale pour Frans van Mieris, ça a été de savoir comment il va pouvoir se distinguer de son maître tout en continuant à capitaliser sur le succès de cette manière propre. Alors il le fait comment? Comment il fait pour se distinguer? D'abord, il va proposer des types de compositions sensiblement différents de son maître, en renonçant le plus souvent aux compositions qu'aime beaucoup, d'où à savoir des structures de niches, de fenêtres, pour représenter davantage d'intérieur et qui sont mises en valeur par des perspectives et des effets de profondeur. Hein. Franz Mieris s'intéresse vraiment à des espaces assez profonds, assez creusés par la perspective, que l'on voit dans cette scène de taverne, hein, avec vraiment des plans qui sont clairement marqués. Premier plan avec cette figure repoussoir de ce tonneau, deuxième plan avec cette table, troisième plan avec cette porte ouverte, et donc vers une autre pièce, le mur de fond avec un petit tableau représenté, une cheminée vue en perspective. Donc on a une structuration spatiale beaucoup plus développée que chez Doux. Alors il y a quelques exemples chez Doux également de ce type de composition, mais Doux aime aussi beaucoup les scènes plutôt frontales. Hein. Donc il y a un premier aspect comme cela, de mise en espace beaucoup plus sophistiqué et raffiné que chez son maître. Et cette structuration spatiale, cette volonté de créer des espaces plus complexes, lui permet de bénéficier d'une plus grande liberté dans la disposition des motifs. Hein. Donc c'est un premier aspect important. Deuxième aspect important, Van Mieris va renoncer à un usage systématique du clair-obscur, qui est souvent présent chez Doux, pour des raisons évidentes. Doux étant un élève de Rembrandt, il a très souvent dans ses compositions créé des éclairages assez puissants, assez contrastés, alors que Van Mieris va s'orienter vers des éclairages souvent plus homogènes, plus clairs,
qui lui permettent de mieux mettre en relief les différences entre les matières et les textures, mais aussi de mieux faire voir les arrière-plans et les fonds qui, chez Douce, demeurent souvent, pas systématiquement, mais souvent dans une pénombre beaucoup plus forte. On le voit ici dans cette composition, hein, où la lumière est assez claire et permet de voir de façon assez nette du premier jusqu'à l'arrière-plan. Hein, je dirais de ce taux d'eau au premier plan à ce petit tableautin accroché sur le mur du fond. Petite incise, hein, vous voyez ici que cette cruche recouverte de paille est légèrement transparente. Hein, c'est-à-dire qu'on reconnaît ici l'arête du mur de la paroi de bois. Alors pourquoi est-elle transparente? Ce n'est pas volontaire, c'est que cette cruche a été ajoutée après coup, hein, que von Meyris s'est dit que sans doute cette partie-là était un peu vide, et donc il a ajouté cette cruche, et ensuite, avec le temps et la dégradation de l'œuvre, la couche inférieure transparaît derrière la couche. Donc, ce qui veut dire aussi qu'il n'a pas mis beaucoup de couleurs, hein, pour cette cruche, puisqu'il a suffi de quelques décennies pour que la couche inférieure transparaisse sur la couche supérieure. C'est une petite indication qui permet souvent de détecter les éléments mis à la fin d'une composition par un peintre qui souhaite raffiner et, je dirais, peaufiner sa composition. Troisième élément qui distingue Mieris de Doux, c'est une manière plus variée. Chez Doux, on a des compositions souvent très léchées, de façon très homogène, alors que Mieris va tout de même, à certains endroits de la composition, s'autoriser une touche un peu plus visible. Il s'agit pour lui, en fait, d'éviter la virtuosité un peu mécanique de Doux, en montrant que son pinceau doit s'adapter aux matières et aux objets qu'il représente. Alors, par exemple, les personnages représentés, les chairs, les visages sont traités avec une grande minutie, on le voit très clairement, comme le poisson ou la pipe qui est posée sur une partie de la nappe de cette table. Mais si vous regardez par exemple le tonneau, vous constaterez qu'il y a des petites touches de pigments qui sont placées sur sa surface pour créer l'impression de lumière qui frappe le bois et qui crée des effets de rehauts. Et ces rehauts sont traités avec un peu plus de liberté, hein. Tout comme d'ailleurs la paille ici qui est représentée là, où on a quelques éléments où on voit le pigment posé à la surface. Donc il y a quand même chez Van Mieris une sorte je dirais, de variation, de jeu sur cette touche qui parfois est très légèrement visible. On n'est évidemment pas dans la touche très très dynamique de Rembrandt ou de Hals, mais il y a quand même une volonté de sortir d'une mécanique trop huilée, si j'ose dire, chez Doux. Et puis, dernier élément intéressant, euh, comme chez Doux, Mieris va souvent s'intéresser à la relation établie entre le tableau et le spectateur, mais il va le faire de façon beaucoup plus systématique. Doux, c'est le cas dans certains de ses tableaux. Chez Mieris, c'est systématiquement une réflexion sur la façon de faire en sorte que le tableau s'ouvre à l'espace du spectateur. On a vu d'ailleurs que c'est quelque chose que Rembrandt utilisait beaucoup, que Halff utilisait beaucoup, hein, en ouvrant le premier plan. On le voit ici assez clairement avec ce vide placé au premier plan qui donne l'impression que l'œil peut entrer dans l'image et qui se poursuit par cette porte entr'ouverte, hein, ou éventuellement par ces quelques marches d'escalier, et qui peut donner au regard du spectateur l'impression qu'il peut se balader dans l'image, soit en entrant dans cet espace, soit en montant à l'étage. Donc il y a cette volonté un peu ludique chez Mieris de jouer avec le regard du spectateur. Et ces différents éléments vont permettre à Mieris, comme Doux, mais de façon encore plus forte chez Mieris, de peindre des tableaux qui vont atteindre des prix extraordinaires. On se retrouve là face à une question qu'on a déjà évoquée autour de Van Goyen. C'est comment faire en sorte pour un peintre de gagner sa vie. On a vu avec Van Goyen, si on n'utilise pas la prononciation néerlandaise, que le choix est fait de peindre beaucoup. On peint beaucoup, ce qui donc suppose que ce que l'on va peindre doit être peint rapidement et que donc les tableaux sont souvent des petits formats, peints assez rapidement, souvent avec quelques touches de couleur, une conception tonaliste de la composition, on l'a vu il y a 2 semaines. Mais c'est donc une stratégie commerciale fondée sur un prix relativement bas, mais un nombre relativement important d'œuvres, hein. Chez Van Goyen, je l'ai dit, on a pu considérer qu'il a peint environ 1500 tableaux dans sa carrière, hein, ce qui est beaucoup plus que la moyenne, hein. Au XVIIe siècle, on considère qu'un peintre peint environ 500 tableaux dans sa carrière, hein, donc c'est beaucoup, beaucoup plus. Vous allez avoir des stratégies totalement différentes chez d'autres artistes, comme Van Mieris, comme Doux, qui vont, eux, miser non pas sur le nombre de tableaux et sur des prix relativement faibles, mais sur un nombre plus limité de tableaux à des prix beaucoup plus élevés. Et donc, ça correspond évidemment à la technique qu'ils utilisent et qui suppose un temps très important de conception et d'exécution des œuvres, hein. Ces œuvres demandent vraiment un temps très considérable d'exécution. Et donc, Van Mieris va pouvoir à vendre les tableaux à des prix absolument extraordinaires. Un exemple connu, hein, c'est L'échoppe de tissu, hein, qui est un tableau qu'il peint
pour l'archiduc Léopold Guillaume, l'archiduc des Pays-Bas espagnols, qui se trouve aujourd'hui à Vienne, Künstlerisches Museum de Vienne, et il va peindre ce tableau pour 2000 florins. Et 2000 florins, c'est à peu près le prix, c'est le double du prix d'une maison, d'une grande maison, sur l'un des principaux canaux d'Amsterdam. C'est-à-dire qu'un tableau de Van Mieris coûte une somme qui correspond au double d'une maison, d'un palais à Amsterdam. Vous imaginez donc à quel point Van Mieris va avoir une carrière extraordinaire et va pouvoir se targuer d'être le peintre le plus cher du XVIIe siècle dans les Pays-Bas. Je voudrais aussi souligner que, voilà, c'est cette échoppe de tissu que je vous évoquais, c'est celle-ci. Donc ce tableau coûte le double d'une maison. Je n'entre pas dans le détail parce qu'il y a toute une série d'éléments dans la composition qui ajoutent à la valeur de l'œuvre, hein, notamment la mise en scène de tissus, justement, qui sont des tissus très précieux. Hein. Les tissus au XVIIe siècle sont des matières extrêmement chères, hein, d'où le fait qu'il y a un syndic des drapiers, et que ces drapiers se font représenter par Rembrandt, sont des gens extrêmement riches. Quand vous êtes marchand de tissus au XVIIe siècle, vous faites partie vraiment des classes sociales les plus privilégiées. Parce que ce sont des objets difficiles à fabriquer, qui supposent vraiment un temps très important, et que les vêtements du XVIIe siècle sont des vêtements qu'on raccommode, on ne rachète pas des vêtements en permanence, on les raccorde précisément parce que c'est cher. Et donc c'est intéressant dans ce tableau, c'est de voir que Van Mieris joue sur le fait que son tableau est cher parce qu'il demande du temps de travail. Certains peintres de l'époque, d'ailleurs, se font peindre à l'heure, hein, ont un salaire horaire. Donc évidemment, il est dans leur intérêt de peindre longtemps pour pouvoir avoir un tableau qui se vend cher. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il représente dans son tableau des objets qui sont chers aussi, comme pour augmenter symboliquement le prix de son œuvre. Je l'ai dit, Van Mieris s'amuse beaucoup avec le spectateur. On le voit notamment dans ce lustre, magnifique lustre, dans lequel on voit l'espace du spectateur. On retrouve ici des éléments du premier plan, hein, et puis cette lumière qui est sur une fenêtre, qui est la fenêtre qui se trouve derrière le spectateur, et donc on voit l'espace, on devine, pardon, l'espace on devine ici l'espace du spectateur dans l'image. Donc une technique qui n'est pas sans évoquer celle que Van Eyck a utilisée dans les supposés époux Arnolfini. Hein. Van Mieris ne connaissait évidemment pas le tableau de Van Eyck, mais c'est un outil, un procédé ici qui est intéressant, qui joue évidemment avec l'espace du spectateur. Mais je voulais souligner que cette manière propre, elle va aussi se matérialiser, s'exprimer chez d'autres artistes de la période qui ont parfois des vocabulaires assez différents. Je vais vous en donner quelques exemples. Premier exemple, Jan Steen, qui est un peintre très important de cette période, qui lui aussi naît à Leiden. Donc on a vraiment une sorte de Leiden connection ici, hein, où à Leiden, beaucoup de peintres qui vont vraiment développer cette manière propre. Il naît vers 1626 à Leiden, et il mourra dans cette même ville en 1679. Attention, Steen va peindre dans d'autres villes que Leiden. Il va aussi travailler à Amsterdam, à Delft, mais il va mourir dans la même ville en 1679. Et c'est un peintre qui, par rapport à Van Mieris ou Doux, se caractérise de façon un peu différente. D'abord, c'est un peintre plus varié, puisqu'il va peindre des portraits qui sont assez peu fréquents chez Van Mieris ou Doux, hein, des scènes de la vie quotidienne, mais aussi des peintures d'histoire. Donc c'est un peintre qui est beaucoup plus, qui a une approche beaucoup plus diversifiée des genres artistiques. Et puis, autre élément qui est vraiment central, c'est le fait qu'il va souvent développer une veine satirique, comique, parodique, sarcastique dans ses images. Il y a souvent des éléments comiques, volontairement comiques, alors que chez Doux, je dirais, on est plutôt dans une veine plutôt sérieuse, hein, et Van Mieris aussi, dans la plupart des cas. Et ça vient du fait qu'un de ses maîtres a été Adriaan van Ostade, que j'ai évoqué tout à l'heure, et qu'on a vu que Van Ostade, dans Le Sillage de Brouwer, s'amuse, est un artiste qui aime faire rire, souvent représentant des personnages ridicules, sarcastiques, etc. Donc il aime bien intégrer, y compris dans ses œuvres sérieuses, des farces visuelles, des intentions narquoises, etc. Ici, c'est un tableau intéressant parce qu'il met bien en évidence les caractéristiques que je viens d'évoquer, puisque c'est un tableau qui, en fait, est un tableau qui est difficile lui aussi à situer d'un point de vue générique. C'est un portrait. On sait que la jeune fille que l'on voit au premier plan, qui donne du lait à une petite brebis, qui s'entoure de ses animaux, est une fille de très bonne famille qui s'appelle Jacoba Maria van Wassenaar, et qui est représentée d'ailleurs dans le poulailler du domaine familial, où on reconnaît le palais familial. Donc c'est une petite fille qui appartient à une famille extrêmement fortunée, extrêmement respectée à l'époque, la famille van Wassenaar. Et c'est très intéressant parce qu'au fond, dans ce tableau, c'est à la fois un portrait, mais c'est aussi une scène de la vie quotidienne, puisqu'elle représentait cette petite fille en train de s'amuser avec
des animaux, vous voyez le petit chien qui l'accompagne, qui est absolument ravissant, les petits animaux ici, et puis évidemment tous les oiseaux qui sont élevés, conservés, soit dans le parc, que l'on voit à l'arrière-plan, soit dans le poulailler qui est ici représenté. Donc c'est aussi une scène de la vie quotidienne, et c'est presque une scène où est mise en scène le statut social de cette petite fille, puisqu'on elle la voit entourée de 2 serviteurs de la famille qui, vous le voyez, ont des visages beaucoup moins amènes, beaucoup moins élégants, beaucoup moins raffinés que la jeune fille, hein. Et donc ici, il y a une sorte de clash social, si j'ose dire, qui est mise en scène, qui est mise en valeur par Stein, qui met par contraste en rapport cette fille qui est très élégamment vêtue, qui, vous le voyez, a laissé son petit chapeau de paille sur une démarche pour pouvoir s'occuper de ses animaux, qui met sa main gauche sur son cœur, comme pour souligner qu'elle est émue de la beauté et du côté mignon, ou je dirais presque kawaii, de ce petit animal dont elle prend soin. Et à l'inverse, des personnages trapus, hein, vous voyez les proportions presque des proportions extrêmement écrasées de ces corps, avec des visages beaucoup moins élégants, beaucoup moins raffinés, avec un trou dans son manteau, ici, qui mettent en valeur là un autre statut social et une autre situation sociale. Et donc qui mettent en scène de façon humoristique, mais aussi de façon sarcastique, finalement la supériorité de la classe sociale à laquelle appartient le modèle par rapport à ces personnages. Si on était de mauvais esprit, on pourrait presque considérer que ces 2 personnages, placés de part et d'autre de cette petite fille, sont presque assimilés à des animaux, hein. Ils sont dans le monde des animaux, tandis que cette petite fille appartient au monde des hommes et même au monde des élites sociales de la société néerlandaise du XVIIe siècle. Mais en dehors de cela, vous le voyez, le traitement technique, purement technique, plastique de Stein est vraiment du ressort de la manière propre, avec un extraordinaire tronc décharné dans la partie droite de la composition, où vous le voyez, on pourrait presque détailler et compter les veines du bois, les trous, les anfractuosités. On est vraiment dans un art de la précision, de la minutie, auquel renvoie directement Jan Steen ici. Autre peintre de la manière propre, Vermeer. Vermeer, qui est un peintre qui, à l'époque, a un grand succès dans les œuvres qu'il réalise à Delft, où il vivra et fera toute sa carrière, même si Vermeer n'est pas considéré à l'époque comme un des grands peintres néerlandais, hein. C'est un peintre qui fait partie des peintres respectés, mais jamais son nom n'apparaîtra dans les recueils de biographie des peintres néerlandais publiés à partir du début du XVIIIe siècle, pas simplement parce que c'est un peintre qui n'est pas considéré, il est considéré, mais simplement parce qu'il peint très peu de tableaux. Vermeer, c'est un petit peu, je dirais, l'exemple par l'excès, je dirais le paradigme par excellence de cet art de la manière propre, hein. Pourquoi? Parce qu'on sait, grâce à des calculs assez savants qui ont été réalisés par les historiens et les historiens de l'art, on sait qu'il n'a peint durant toute sa carrière qu'une soixantaine de tableaux. Donc si vous comparez le nombre moyen de tableaux peints au XVIIe siècle par un peintre, 500, que vous avez les 1500 tableaux peints par Van Rooyen et que vous avez Vermeer, vous voyez que l'écart est très très important. Donc Vermeer peint un tableau environ en 6 mois. Et donc, évidemment, il suit cette logique mise en place par Doux, radicalisée par Von Mieris, hein, d'une peinture fondée sur la recherche du plus grand raffinement et du plus grand travail réalisé dans la composition. Donc il peint vraiment très lentement, très laborieusement, pas laborieusement au sens négatif du terme, mais vraiment en voulant faire que chacun de ces tableaux soit comme une sorte de bijou, absolument parfait, travaillé, calculé de façon très précise, parfois avec des repentirs que l'on peut voir grâce aux analyses radiographiques, hein, qu'on voit que, par exemple, il a mis d'abord un tableau à l'arrière-plan, puis qu'ensuite il l'a supprimé. Donc c'est un art vraiment fondé sur un travail extrêmement approfondi. Donc Vermeer, de ce point de vue-là, s'inscrit dans cette mode, hein, de la manière propre, avec ceci de différent, tout de même, que cette manière propre, elle est comme chez Van Mieris, parfois elle fait l'objet d'un certain nombre d'exceptions ou je dirais, de licences. J'aurais pu vous donner d'autres exemples de l'art de Vermeer, mais cette fameuse jeune fille à la perle est un cas tout à fait intéressant. D'abord par sa simplicité, hein. On est dans un art de la simplicité. Tout ce qui est inutile à la composition est supprimé, à commencer par un fond qui serait détaillé. Ici, il n'y a pas de fond, hein. C'est un fond qui est totalement sombre. On sait qu'en réalité, le fond était très légèrement vert à l'époque, c'est noirci, mais d'un vert extrêmement sombre, pour créer l'impression que la figure se découpe de ce fond pour nous regarder. Autre élément qui est très important de souligner, c'est que ça n'est pas un portrait, hein.
Pourquoi on sait que ce n'est pas un portrait? Ah, vous avez beaucoup de légendes sur ce tableau, que ça pourrait être sa servante, que ça pourrait être sa femme, et cetera. Bon. Mais le problème, c'est que s'il s'agissait d'un portrait, on serait très, très en mal de déterminer sa ressemblance. Pourquoi? Parce que le visage est lui-même fait l'objet lui-même d'une économie de moyens tout à fait considérable, avec l'arête du nez qui est complètement effacée, les sourcils qui sont pratiquement effacés, la chevelure qui est censée être un élément central de la beauté féminine qui est complètement élidée, supprimée par ce foulard, hein, ce sort de turban qui entoure sa tête, suppression totale de tous les éléments pouvant l'associer à un statut social, d'ailleurs avec un costume qui est presque un costume oriental, un costume de fantaisie là aussi, donc difficile d'imaginer qu'il s'agisse d'un portrait. Il s'agit plutôt de ce que l'on appelle au XVIIe siècle aux Pays-Bas une tronie, T-R-O-N-I-E, tronie, qui est un terme néerlandais qui vient du mot trogne. Et ce terme caractérise ce qu'on appellera au XVIIIe siècle des têtes d'expression. Qu'est-ce que c'est qu'une tête d'expression? C'est la représentation d'une personne à qui on va donner une certaine expressivité, mais cette personne n'est pas un autoportrait, n'est pas un portrait, c'est une personne lambda, en fait. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas utiliser une personne réelle pour poser pour une trogne, pour une tronie, mais le tableau en lui-même n'est pas destiné à être un portrait. Sa fonction principale est de créer et d'exprimer une émotion. Donc, la question de savoir si cette jeune femme, c'est la servante, la cousine, l'arrière-grand-mère ou la vendeuse de poissons n'a aucune importance, puisque la fonction de ce tableau n'est pas d'être un autoportrait, mais d'exprimer une émotion. Et quelle est cette émotion? On a très souvent tendance à ne pas regarder le tableau tel qu'il est, tel qu'il nous apparaît. D'abord, c'est un tableau fondé sur une idéalisation du corps. Parce qu'en fait, l'effacement d'une partie du nez, l'effacement des sourcils, va permettre de rendre compte de la pureté de la peau de cette jeune femme, très claire, ce qui est une caractéristique de la beauté féminine. La pâleur est un signe de beauté au XVIIe siècle. Donc une peau absolument presque abstraite, tellement elle est pure. Et donc, ce qui permet aussi de renforcer l'attention sur la pureté de la beauté des narines, la pureté de la beauté des yeux, dont la brillance ressort par à chaque fois une petite touche de pinceau blanc au niveau de la pupille, qui va renforcer le sentiment qu'une lumière éclaire cette image, et surtout la bouche. Une bouche entr'ouverte, dans laquelle on voit luire la salive au niveau de la lèvre inférieure, on le voit également par les petits points blancs, et qu'est-ce que l'on voit même? La langue est dedans. Donc on a affaire à quelque chose qui est en principe un tabou. On ne représente pas une femme, n'importe quelle figure, mais une femme montrant ses dents. C'est un signe vraiment de vulgarité à l'époque. Quand vous allez voir, ça va être généralement des prostituées ou des femmes de mauvaise vertu ou des paysans qui vont rire. Donc, ce sont des scènes comiques. Chez Bruegel, vous allez avoir des figures dont on va montrer les dents, ce sera toujours des scènes satiriques, comiques, caricaturales. C'est évidemment pas le cas ici. On n'est pas face à une scène comique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette scène? C'est une scène érotique. C'est un tableau érotique. C'est un tableau dans lequel Vermeer tente de créer le désir chez son spectateur ou sa spectatrice en créant une émotion liée d'une part à la beauté érotique désirable de cette figure qui entr'ouvre la bouche comme si elle souhaitait recevoir un baiser ou donner un baiser au spectateur ou à la spectatrice, beauté idéale de ce corps, beauté idéale de la forme de cette forme ovale de cette tête, dont la forme est d'ailleurs renforcée par l'usage de ce turban qui vient souligner le caractère ovoïde de cette tête, là aussi signe de beauté, une belle tête, une tête qui est une tête ovale, hein, comme cela, dont les traits et les contours sont marqués par les clairs-obscurs entre le fond et la tête, et dont la beauté parfaite des dents ici et des yeux renvoie à la beauté de la perle. C'est-à-dire que dans la poésie de l'époque, c'est un lieu commun que de dire telle femme est belle, ses yeux sont comme des perles qui luisent au soleil, etc. Donc ici, il utilise vraiment un outil permettant de renforcer ce sentiment-là. Beauté désirable d'un corps, mais d'un corps qui n'est pas un désir abstrait, mais un désir qui est adressé au spectateur, puisque vous le voyez, le corps est vu de profil, mais la tête est tournée vers nous, avec un effet de renforcement de ces effets de rotation par ce foulard qui semble légèrement décalé sur l'épaule gauche. Donc elle vient de se tourner vers nous, nous regardant et nous lançant un regard langoureux. On est donc face ici à un tableau véritablement érotique, sans avoir besoin de représenter une femme nue. C'est un désir, un érotisme, un éros construit par la figure elle-même. Mais c'est un tableau qui s'inscrit dans cette manière propre, hein, puisque vous le voyez, le travail est très finement construit, la touche est à peine visible,
elle est tout de même visible à certains endroits, hein, notamment quelques petits points ici sur la partie bleue de ce foulard, sur les lèvres, sur les yeux, une petite tache blanche à la surface de cette perle, qui d'ailleurs reflète une partie du col de la figure. Donc là encore, quand on parle de manière propre, il faut être précis, c'est-à-dire que vous avez des artistes comme Dou qui seront toujours très détaillistes, très méticuleux, mais des artistes comme Steen, mais surtout comme Méris ou Vermeer, vous le voyez, s'offrent des libertés dans la technique lorsqu'il s'agit de rendre compte des effets de matière. Et Vermeer est vraiment caractéristique de cet art, de cette manière propre, qui s'exprime aussi dans le genre de la peinture d'histoire. Et là, j'irai un peu plus vite pour vous donner simplement deux exemples, deux ou trois exemples. Un premier exemple de ce peintre qui est César von Everdingen, qui est un peintre qui est actif essentiellement à Haarlem, dans la ville de Haarlem, et qui va être un peintre d'histoire et un portraitiste très apprécié, et qui va en fond appliquer à la peinture d'histoire le modèle de la manière propre, avec donc ce caractère presque artificiel, vous le voyez dans le traitement des nus notamment, qui sont presque des corps comme des corps de marbre en quelque sorte, hein, qui n'ont pas les effets de chair que l'on peut trouver chez Rembrandt ou chez Rubens par exemple. Ce sont des corps qui n'ont presque pas de texture, pas de matière, hein. De cette manière, les matières comme les drapés ou les vêtements ont plus de présence que ces corps eux-mêmes, mais là, on est vraiment dans une perspective où il s'agit d'idéaliser les corps à travers ce rendu extrêmement précis, extrêmement méticuleux de la touche, que l'on retrouve aussi dans le traitement des objets au premier plan ici, hein. Donc ici, on a affaire vraiment à une mise en application de la manière propre à la peinture d'histoire que l'on va retrouver chez un autre peintre d'histoire plus tardif, euh, qui est Gérard de Lérès, qui est un peintre originaire de Liège, qui s'installera à Amsterdam au milieu des années 1660, et qui sera un des grands peintres d'histoire d'Amsterdam durant le dernier tiers du XVIIe siècle. D'ailleurs, il va connaître Rembrandt à l'époque, et on sait que les liens entre Lérès et Rembrandt ne sont pas très agréables. Rembrandt va d'ailleurs réaliser un portrait de Gérard de Lérès qui n'est pas forcément extrêmement élogieux vis-à-vis de son visage. Gérard de Lérès est assez laid, et donc si vous regardez le portrait de Lérès par Rembrandt, vous constaterez que Rembrandt ne se gêne pas pour montrer la laideur de ce peintre. Et Gérard de Lérès, à la fin de sa vie, il deviendra aveugle, mais donc quand il devient aveugle, il arrête de peindre naturellement, mais il va faire écrire un traité de peinture, le grand livre des peintres, Schwarzschilderbuch, dans lequel il va dire que Pique-Pendre de Rembrandt, précisément selon les arguments que j'ai évoqués tout à l'heure, en disant que Rembrandt imite la nature de façon trop directe et a une touche de pinceau trop vive, trop visible, qui assimile son art à celui d'un artisan. Donc c'est intéressant de constater qu'ici, il y a un vrai conflit esthétique entre ces artistes actifs dans ces années. Donc le tableau que je vous montre, qui a été peint quelques années après la mort de Rembrandt, et vous voyez à quel point ici Gérard de Lérès continue à développer cette manière propre dans le champ de la peinture d'histoire, avec, il faut le noter, chez Gérard de Lérès, un intérêt plus important pour les modèles italiens et français. Et vous reconnaîtrez dans cette belle composition représentant le banquet de Cléopâtre des allusions à l'art de Nicolas Poussin, par exemple, que Gérard de Lérès connaissait à travers la gravure. Et c'est un peintre qui va servir en quelque sorte je dirais, d'intermédiaire entre les peintres néerlandais et Poussin. Vous voyez comment la structuration de la composition emprunte dans sa perspective et son architecture à la fameuse mort de Germanicus de Nicolas Poussin, qu'il connaissait à travers la gravure. Le tableau, il ne le connaissait pas directement, mais en revanche, les restes n'est pas allé en Italie, hein, mais il connaissait ses œuvres à travers l'estampe, à travers la gravure. Et dernier élément, dernier artiste que je souhaiterais citer ici, Adrian van der Werf, qui est aussi un peintre d'histoire, un des derniers grands artistes du siècle d'or, qui va placer lui aussi ses pas dans ceux des imitateurs de Doux et de Van Mieris, avec un pinceau léché, clair-obscur assez puissant, mais vraiment très moelleux, vous le voyez, avec des effets de chair là beaucoup plus vraisemblables que ceux que l'on trouve chez Van Everdingen, avec des effets de mollesse, hein, de chair. La chair est quand même beaucoup plus visible, beaucoup plus matérielle que chez Van Everdingen. Et avec cet esprit, cette volonté là aussi de s'inscrire dans cette mode. Et ce serait intéressant, je n'ai pas le temps malheureusement, de comparer de façon assez précise ce qu'il fait au modèle dont il se sert pour composer ce tableau, qui est le modèle de l'estampe de Rembrandt que nous avons vu la semaine prochaine. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette révocation d'Agar, à partir de laquelle un Nicolas Mass avait réalisé une sorte de dérivation. C'est intéressant ici que Van der Werf va reprendre l'estampe, mais là, va la réinterpréter dans un sens bien différent, beaucoup plus détaillé, beaucoup plus expressif, je dirais aussi beaucoup plus explicite, moins, je dirais, ambigu que chez Rembrandt. Et c'est intéressant de voir comment Van der Werf, ici, se pose en s'opposant à Rembrandt dans un art tout à fait différent.